Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager mon point de vue concernant les séances one-shot, c'est-à-dire le fait de proposer une seule séance à vos clients et pourquoi je pense que vous devriez justement arrêter de faire ça. Cette vidéo, elle s'adresse avant tout aux praticiens en hypnose ou aux thérapeutes plus largement, mais si vous n'êtes ni l'un ou ni l'autre, vous trouverez peut-être quand même des informations utiles. Bien souvent, la plupart des hypnos qui commencent à pratiquer et à recevoir des clients, lorsqu'ils sont contactés, ils vont proposer une date pour faire une consultation. Et puis ils vont tout donner durant cette séance pour essayer d'aider au mieux leurs clients. Et parfois ça fonctionne plutôt bien dès la première séance, il y a un petit mieux, un déclic, un soulagement chez le client. Et quand on débute, on dit c'est quand même cool, la personne va au moins un peu mieux, ça nous aide à nous sentir bien et à avoir confiance en nous, et peut-être même que cette personne va nous envoyer du monde par la suite. Alors on est content et du coup on continue comme ça. Un client appelle, on fait une séance et on voit. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que la plupart de ces personnes, il y a peu de chances qu'elles reviennent pour une deuxième consultation. Et ça, au bout d'un moment, ça peut créer de la frustration. Tout d'abord parce qu'on n'a pas toujours des retours de nos clients, donc on ne sait jamais vraiment si ce qu'on a fait a été utile ou pas, mais aussi parce que la plupart du temps, on sait très bien qu'il y aurait un vrai travail de fond qui serait nécessaire, et que la problématique pour laquelle vient une personne, c'est très souvent juste la pointe visible de l'iceberg, et du coup ça donne la sensation de ne pas faire son travail à fond et d'avoir à peine effleuré la surface. Le truc, c'est que vous savez qu'on fait pas le même travail en une seule séance ou en plusieurs séances, et que pour vraiment créer une transformation profonde chez la personne, et pas juste mettre un pansement sur un problème, il faut du temps, de la compréhension et surtout un gros travail sur soi. Alors naturellement, ce que font beaucoup d'hypnos, c'est expliquer à leurs clients qu'une seule séance ne suffit pas toujours et qu'il est généralement nécessaire de se revoir pour approfondir le travail ensemble. Et en faisant ça, il y a peut-être une petite amélioration, les clients reviennent peut-être pour une ou deux séances de plus, mais ça reste souvent un pourcentage assez faible. La plupart des clients quittent plutôt le cabinet après la première séance en vous disant quelque chose du style je vous recontacterai si j'ai besoin d'un autre rendez-vous. Ou peut-être même que c'est vous, le thérapeute, qui dites à votre client recontactez-moi si vous avez besoin qu'on se revoie. Bref, ça change pas grand-chose de faire ça généralement. Mais si on va plus loin, le problème c'est que côté client, ce qui risque de se passer s'il n'y a pas d'amélioration durable dans leur vie, c'est qu'ils se disent que l'hypnose ça n'a pas marché sur eux. Potentiellement, ça peut aussi renforcer leur croyance que rien ne marche sur eux, que ça sert à rien d'aller voir des thérapeutes, que leur problème ne pourra jamais se résoudre et que les hypnos c'est juste des charlatans. Ou alors c'est des clients qui vont chercher une autre méthode miracle et qui naviguent de thérapeute en thérapeute sans qu'il y ait réellement de changement notable dans leur vie. Un autre problème, c'est que ça génère un manque de responsabilisation du client. En gros, il vient vous voir en se disant « Ok, j'ai rien à faire, c'est le thérapeute qui va faire tout le travail ». Ça favorise une posture passive de la part du client, donc ouais, peut-être qu'il va se sentir un peu mieux après votre séance, mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est souvent éphémère et il n'y a pas de consolidation du changement, et surtout, ça empêche le client de développer ses propres ressources et de faire de nouveaux apprentissages, ce qui fait qu'au moindre obstacle, à la moindre difficulté, il risque de retomber dans ses anciens schémas et on se retrouve à la case départ. Un autre problème avec le fait de faire qu'une seule séance avec un client, c'est que ça nous laisse pas vraiment le temps de créer un vrai lien de confiance, alors que créer une alliance thérapeutique, ça peut prendre parfois du temps, et vous savez sans aucun doute que c'est crucial et un des facteurs clés de réussite dans la thérapie. Et côté thérapeute, on peut sentir peser sur nos épaules cette pression de devoir résoudre les problèmes en une seule séance, même si, encore une fois, on essaye d'expliquer aux clients que c'est pas aussi simple et que l'hypnose c'est pas une baguette magique, les gens ils viennent quand même nous voir avec cette attente-là et on se retrouve dans cette posture du sauveur. Et à la longue, cette pression elle devient vraiment insupportable parce que quand une séance ne marche pas, autrement dit qu'il n'y a pas vraiment de changement du côté des clients, on se met à culpabiliser. En conséquence, ça vient généralement affecter notre confiance en nous, ça vient nourrir le sentiment qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez légitime pour faire ce travail-là, ce qui fait que beaucoup d'hypnos cherchent de nouvelles formations à suivre, ils vont essayer de se perfectionner, d'approfondir leurs connaissances, voire même arrêter carrément le métier de thérapeute. Alors que bien souvent le problème il n'est pas là, le problème c'est tout simplement de proposer des séances uniques. Faire des séances one-shot, je l'ai déjà un petit peu dit, mais du coup ça peut créer une grosse frustration et donner l'impression de faire du bricolage ou d'être juste un médicament ou un pansement, alors qu'on sent qu'on pourrait aider plus en profondeur. Et ça, quand ça dure depuis plusieurs années, ça devient usant. Et ce que je remarque, c'est que lorsque les praticiens en sont là, ils se lassent, ils deviennent parfois très maladroits avec leurs clients, ils deviennent un peu plus impatients, ils culpabilisent parfois leurs clients en se disant par exemple des trucs du style si le client il change pas, c'est qu'il n'est pas motivé. Certains thérapeutes en arrivent même à avoir marre des gens, ce qui est quand même un comble pour un thérapeute, et surtout ça peut aller jusqu'au burn-out pour certains.
Et au final, quand on y regarde de plus près, on a beaucoup moins d'impact dans la vie des gens, alors que c'est souvent une des valeurs les plus fortes chez les thérapeutes, à avoir de l'impact. Mais à force de vendre du soulagement, on aide moins les gens, on les aide pas réellement à transformer leur vie. Donc c'est dommage, ça amoindrit la portée de ce qu'on fait et de ce qu'on pourrait faire. Un autre point important à préciser, c'est que le fait de faire des séances one-shot, ça empêche d'avoir une véritable stratégie thérapeutique. Parce qu'on peut pas vraiment poser de cadre, proposer un vrai suivi et un vrai soutien pour nos clients, ou structurer notre travail et construire un fil conducteur qui soit clair d'une séance à l'autre. Du coup, on est constamment en train de travailler dans l'urgence, dans l'instant T, en espérant que ce qu'on fait aura un effet. Et ça, c'est souvent très insécurisant, pour nous comme pour le client. Et certains thérapeutes se réconfortent en se disant « Ouais, mais moi je m'adapte, je travaille avec ce qui vient ». Et en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais le problème, c'est que travailler avec ce qui vient, ça peut très vite devenir travailler n'importe comment, avec n'importe quoi. On improvise, quoi. Un coup, on parle d'une peur, la fois d'après d'un souvenir d'enfance, ensuite d'une décision à prendre au boulot, mais sans ligne directrice, sans structure, sans objectif clair et sans cohérence d'une séance à l'autre. Résultat, le travail thérapeutique il devient brouillon, décousu, et à la fin, ni le client ni le thérapeute ne savent vraiment où ils en sont, ce qui a été travaillé ou ce qui reste à faire, donc c'est plutôt embêtant. Mais il y a aussi un autre point que je peux pas ne pas aborder parce que c'est souvent quelque chose dont on parle très peu alors que concrètement ça pèse énormément dans la vie du thérapeute, c'est l'aspect financier. Faire des séances one-shot, ça demande de trouver constamment de nouveaux clients. Et ça, ça crée un modèle ultra précaire. On sait jamais combien de clients on aura la semaine prochaine, ni le mois prochain. Un client vient une fois et puis plus rien. On sait pas s'il reviendra, ni quand, et du coup, on peut rien anticiper. Et donc on se demande constamment, est-ce que je vais avoir assez de rendez-vous ce mois-ci, ou est-ce que je vais pouvoir me verser un salaire correct? Donc ça génère inévitablement ce stress financier, et ce stress-là, il bouffe énormément d'énergie mentale, il nous pousse à penser à la promo, au réseau, à faire rentrer du monde, plutôt qu'à se concentrer sur la qualité de notre travail. De mon point de vue, faire des séances one-shot, c'est ce qui fait que beaucoup de praticiens n'arrivent pas à vivre de leur activité, ou alors qu'ils finissent épuisés, qu'ils préfèrent arrêter. Et je pense que c'est important de rappeler qu'être thérapeute, c'est pas juste avoir un cabinet et des outils, c'est aussi construire une activité qui est viable et durable pour pouvoir continuer à aider les gens sans s'épuiser. Bref, je pense que vous l'aurez compris, je pense qu'il y a beaucoup trop d'inconvénients derrière le fait de proposer des séances uniques, autant pour le thérapeute que pour le client. Mais surtout, il y a un gros problème de cohérence de la part du thérapeute. Je suis sûre que si vous faites des séances one-shot, vous êtes certainement les premiers à dire en plus à vos clients « Mais attention, l'hypnose, c'est pas une baguette magique ». Mais je sais pas si vous vous rendez compte qu'en fonctionnant en séance unique, vous êtes justement en train de renforcer cette idée. L'hypnose, c'est considéré comme une thérapie brève, mais brève, ça veut pas dire instantanée. Une thérapie brève, ça peut aller jusqu'à 10, 15, 20 séances sur plusieurs mois, dans certains cas, ça peut même aller jusqu'à 2 ans. Et le pire dans tout ça, c'est que le client, lui, ne sait pas forcément qu'un vrai changement, ça demande souvent un engagement sur plusieurs séances. Il pense que c'est vous qui savez. Donc si vous lui dites « recontactez-moi si vous avez besoin », il en déduit qu'une seule séance, c'est suffisant, et voilà comment, sans le vouloir, vous validez une croyance magique, alors que vous êtes les premiers à essayer de la déconstruire. Si on veut que nos clients s'engagent, il faut qu'on montre l'exemple. Si on veut qu'ils comprennent que le changement c'est un processus, il faut qu'on leur propose un cadre qui soit cohérent avec cette idée. Et je m'aperçois que beaucoup de thérapeutes entretiennent bien souvent malgré eux les fantasmes de solutions miracles de leurs clients. Alors maintenant que tout ça est dit, il y a une question qui me paraît hyper importante de se poser, c'est pourquoi on propose des séances one-shot en fait? Je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. Il y a tout d'abord cette idée qu'un bon thérapeute, il doit être rapide, parce qu'il saurait exactement quoi dire, quoi faire avec tel ou tel client, il cible la racine du problème en quelques secondes, il claque des doigts, le client a une révélation et paf, ça fait un changement de vie. Et donc forcément, si tu as besoin de plusieurs séances avec un client, c'est que t'es pas bon. C'est que t'as pas su trouver la clé, t'as pas su aller à l'essentiel, et ça veut dire que tu comprends pas l'hypnose ou comment fonctionne l'humain. Ça, c'est une idée bien tenace, en particulier avec l'hypnose. Il suffit de lire quelques livres sur Milton Erickson pour avoir cette impression-là. Erickson, il est devenu une légende et pour cause, il faisait vraiment des trucs incroyables. Il arrivait parfois à créer des transes profondes en quelques minutes, à faire des suggestions subtiles qui étaient cachées dans des histoires, à provoquer des changements radicaux en 1 ou 2 conversations. Donc c'est assez compréhensible que cette idée se soit répandue un peu partout et qu'elle persiste encore aujourd'hui, et qu'on ait fini par créer cette espèce de fantasme de thérapeute magicien. Ce serait une sorte de mélange entre Sherlock Holmes et Dumbledore.
Et faut être honnête, quand on est formé à l'hypnose, on rêve un peu de ça aussi. On se dit, bah ouais, moi aussi, j'ai envie de faire une séance qui va changer une vie. Et parfois on y arrive et c'est génial et c'est hyper gratifiant. Mais quand on n'y arrive pas, on se sent nul et incompétent. Et puis on oublie un détail crucial, les anecdotes qu'on lit sur Milton Erickson, elles reflètent sa pratique après plus de 40 ans d'expérience. Quand il hypnotisait un patient en 3 minutes et que la phobie disparaissait comme par magie, il avait déjà vu des milliers de personnes tester des centaines de stratégies et affûter son intuition au scalpel. Autrement dit, on compare souvent notre pratique de bébé hypno au niveau grand maître expert de l'hypnose d'Erickson. C'est comme si vous commenciez le basket et que vous espériez tout de suite avoir le même niveau que Michael Jordan ou n'importe quel autre sportif ou expert de son domaine. Clairement, c'est le meilleur moyen de se sentir nul quand on débute. Et dans les livres sur Erickson, on raconte les séances spectaculaires et on parle beaucoup moins des rendez-vous où Erickson tâtonnait, où il revenait la séance suivante, où il reformulait des suggestions, où il laissait simplement le temps faire son œuvre. C'est pour ça qu'on finit par croire qu'il faisait que des one-shots miraculeux, alors qu'en réalité il avait aussi des suivis au long cours. Bref, quand on s'appuie uniquement sur ça, on se fabrique un mythe du thérapeute tout-puissant, omniscient, super-héros, et on se met une pression monstrueuse pour tout régler en une séance. Donc ouais, moi je trouve que cette idée que si t'as besoin de faire plusieurs séances, c'est que t'es pas bon, franchement, elle est ultra toxique. Et en plus de mettre une immense pression sur nos épaules, elle donne une image complètement faussée de ce qu'est un vrai accompagnement. Donc ça, c'était un des premiers gros points sur pourquoi on propose, je pense, des séances one-shot. Une autre explication que je pourrais donner, c'est la peur de ne pas vendre. Il y a beaucoup de thérapeutes qui se disent « si je propose un accompagnement, les gens ils vont dire que c'est trop cher, ils vont croire que j'essaie juste de leur prendre leur argent, ou alors ils voudront juste tester une fois et si je propose autre chose, bah, ils viendront même pas ». Du coup, beaucoup de thérapeutes préfèrent la jouer safe, une séance sans engagement, sans pression, comme ça au moins la personne elle réserve, hop, ça fait un client et peut-être qu'elle reviendra d'elle-même si elle est vraiment motivée. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est loin d'être safe, puisque pour remplir son agenda, il faut sans cesse attirer du monde, et dès que ça ralentit, bah, c'est la panique. Donc ouais, cette peur, elle est très présente et souvent très inconsciente chez la plupart des thérapeutes qui, pour beaucoup, ont en plus choisi l'hypnose comme métier de reconversion. Ils misent beaucoup d'espoir sur leur activité et espèrent pouvoir en vivre rapidement. Du coup, chaque client devient un enjeu, chaque appel, chaque mail, chaque prise de contact, ils veulent surtout pas le perdre. Ils pensent qu'en faisant des séances one-shot, ça réglera le problème parce que dans leur tête, proposer un accompagnement complet, c'est risqué. Il va dire non, il va pas me rappeler ou il va penser que c'est trop cher. Et à l'inverse, une séance à l'unité, c'est plus léger, plus simple, plus accessible et donc peut-être plus séduisant. Ils se disent que comme ça, plus de monde va venir, que ça va faire parler d'eux et que ça va faire boule de neige et qu'avec le bouche à oreille, ça ira. Sauf que c'est souvent l'inverse qui se produit. Avec des séances one-shot, les clients ils vivent pas forcément un vrai changement, du coup ils reviennent pas. Et donc on se retrouve à bosser comme des malades, à s'épuiser, à faire des premières séances tout le temps, mais on construit rien de stable. Ni financièrement, ni humainement, ni en termes de réputation. Et enfin, une autre explication, et à mon avis c'est peut-être la plus importante parce qu'elle nous permettrait aussi de prendre le problème à la racine, c'est en tout cas ma petite analyse, peut-être que je me trompe, mais si beaucoup de thérapeutes proposent des séances one-shot, je pense que c'est principalement à cause des formations. Dans beaucoup de formations, on apprend des techniques, des outils, des protocoles, et on nous dit que pour telle problématique, ce serait plutôt telle technique qui serait la plus adaptée, et on apprend une sorte de structure pour gérer une séance du début à la fin qui ressemble en gros à ça: anamnèse, induction, travail thérapeutique, réveil, et puis voilà. Le problème avec ça, c'est qu'il y a un message implicite derrière qui est « si tu fais bien tout ça, ça devrait marcher dès la première fois ». Et parfois, il y a même des formateurs qui se vantent très clairement et ouvertement d'être capables de résoudre n'importe quelle problématique en une séance et qui font croire que c'est facile de faire de l'hypnose ou de la thérapie. Personnellement, je fuis ce genre de formateur et ce genre de thérapeute. Alors évidemment, on nous dit que chaque client est différent et qu'il faut s'adapter, mais dans les faits, on nous apprend surtout à faire une bonne première séance. Et on nous apprend pas vraiment à construire un accompagnement sur plusieurs séances, à avoir une réelle stratégie thérapeutique, à proposer un vrai cadre thérapeutique et à tenir surtout une relation dans la durée. On nous apprend pas comment faire quand une personne revient. Et il y a bien souvent ce paradoxe qui s'installe chez les thérapeutes qui est d'un côté, on aimerait bien que les clients reviennent, mais d'un autre, on sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire avec eux si c'est le cas. Et donc forcément, du coup, on reproduit ce qu'on a vu en formation, ce qu'on nous a enseigné et ce que les autres thérapeutes font aussi autour de nous. Et il y a beaucoup de thérapeutes qui savent même pas qu'ils pourraient faire autrement et qu'il y a d'autres façons de procéder.
Quand on sort de formation, on est formaté pour faire des séances one-shot. Pour moi, il y a un vrai problème de cohérence dans la plupart des formations à l'hypnose, et c'est pas juste un détail, c'est vraiment un problème de fond. Même les grandes écoles, et je dirais même surtout les grandes écoles, entretiennent ça. Plus la formation est prestigieuse, et plus je trouve que le problème est présent. Ces formations, elles entretiennent une vision de l'hypnose magique, alors que c'est les premières à dire qu'elles veulent déconstruire ça, en se distinguant par exemple de l'hypnose de spectacle. Et à la fin, ça crée des thérapeutes qui se mettent une grosse pression pour que le problème de leur client soit résolu en une seule séance et qui ressortent plus confus qu'autre chose. Sans parler du fait que beaucoup ressortent de formation sans savoir vraiment hypnotiser, mais en plus ils savent pas vraiment faire de la thérapie. On nous a appris des protocoles, des scripts, des techniques pour traiter des symptômes, mais pas accompagner un humain dans toute sa complexité, dans sa souffrance, dans son cheminement. Et c'est pas de la faute des stagiaires, parce que ce qu'on nous enseigne, ça devient notre cadre. Quand on est élève, on sait pas qu'on sait pas. On fait confiance au formateur et on applique bêtement ce qu'on nous enseigne. On n'a pas assez de recul pour être capable de dire si ce que le formateur dit est juste ou vrai ou non. En fait, on fait ce qu'on nous dit. Et le problème, c'est que lorsqu'on nous enseigne certaines choses, c'est parfois très difficile d'en sortir. Parce qu'on s'est identifié à ce qu'on nous a appris, on a construit notre identité de thérapeute en fonction de ce qu'on nous a enseigné, et souvent on culpabilise de vouloir ou d'essayer de faire autrement, comme si on trahissait quelque chose. Et ça enferme énormément de thérapeutes qui ne savent pas comment s'extirper de tout ça. Et moi je dis souvent que le plus dur, c'est pas tant d'apprendre, mais c'est de désapprendre, surtout quand ça s'est transformé en habitude. Honnêtement, j'en arrive même à me demander si c'est pas exactement ce que cherche à faire ce genre de formation, parce que quand on regarde bien ce système-là où les thérapeutes sortent à peine formés, remplis d'incertitudes et avec cette impression de pas être à la hauteur, ça fait tourner la machine à formation. Parce que plus on se sent nul, plus on pense qu'il nous manque quelque chose, plus on croit qu'il nous faut une nouvelle technique, une autre approche, une formation complémentaire, une certification de plus, et plus on est prêt à repayer pour ça. Franchement, d'un point de vue business, c'est un modèle parfait. On nous donne un peu de connaissances, ce qui nous donne une illusion de pouvoir, puis la réalité nous rattrape vite et on découvre qu'en fait, on n'en sait pas assez. Ou alors parfois c'est tout l'inverse, on nous balance des tonnes de connaissances, de techniques, de protocoles, mais sans nous laisser le temps d'intégrer quoi que ce soit en profondeur. En formation, on passe bien souvent d'un sujet à un autre à toute vitesse. Un jour on apprend les inductions, le lendemain on apprend les régressions, puis après on va bosser sur les métaphores, puis sur l'anxiété, puis sur le deuil. Et à la fin, c'est clair, on a vu plein de choses, mais on n'a rien digéré, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de temps de pratique. Et la moyenne des formations, c'est environ 30 jours. Et en 30 jours, on est censé savoir hypnotiser et en même temps faire de la thérapie. Alors que c'est deux compétences complètement différentes qui demandent chacune du temps, de la pratique, de la maturité et surtout des erreurs. Bref, du coup, ce que ça crée, c'est des thérapeutes pleins de savoir dans la tête, mais qui, une fois en cabinet, se retrouvent complètement perdus et qui doutent d'eux-mêmes. Et c'est là qu'on nous vend des morceaux de connaissances pour essayer de regagner en confiance. Mais un thérapeute qui doute, c'est un client fidèle pour ce genre de formation. Et je dis pas que c'est forcément fait de manière intentionnelle ou malveillante, peut-être que les formateurs eux-mêmes sont dans ce système sans s'en rendre compte, mais ce qui est sûr, c'est que le doute du thérapeute, c'est clairement ce qui fait marcher le business. Et ça, j'ai mis du temps aussi à le comprendre. Parce que si je vous raconte tout ça, c'est parce que tout ce que j'ai décrit là depuis le début de cette vidéo, c'est exactement tout ce par quoi je suis passée. Mais vraiment, là j'ai juste décrit mon vécu en fait. Ça fait plus de 10 ans que je pratique et moi aussi je faisais du one-shot au tout début de ma pratique, je savais pas fonctionner autrement. Je dirais qu'au bout d'un an de pratique, j'ai commencé à me sentir super mal avec cette impression d'être vraiment nulle. Donc j'ai enchaîné plein de formations et ça m'aidait un peu sur le moment, j'avais l'impression d'avoir compris plein de choses, d'avoir enfin trouvé des nouvelles façons de faire. Et puis de nouveau, je me sentais mal et je comprenais pas pourquoi. Jusqu'à ce que je finisse par vraiment me lasser du métier et être à deux doigts de tout arrêter. Ce qui m'a fait tenir, c'est le fait que dès le début, j'ai diversifié mon activité en faisant notamment des spectacles, des vidéos, j'ai écrit des livres, puis ensuite j'ai créé mes formations. Donc ça me permettait de pas trop subir la lassitude, mais je voyais bien que je prenais plus vraiment de plaisir à faire les séances. C'était hyper routinier et je commençais à me dire que le problème c'était les clients que j'attirais, qu'ils étaient pas assez investis dans le travail et malgré le fait que j'expliquais à chaque client que l'hypnose c'est pas magique, il y en avait peu qui revenaient pour d'autres séances et quand ils revenaient, je tâtonnais, j'avais pas de plan, pas de stratégie. Bref, c'était brouillon et très loin de ce que je voulais faire en réalité. Parce qu'au fond, je savais exactement ce que je voulais, comment je voulais pratiquer, ce qu'il faudrait faire, mais comme je savais jamais si le client allait revenir pour une autre séance, je me disais qu'il fallait que je fasse encore une séance pansement. C'est pour ça que j'ai trouvé refuge dans le fait de faire des vidéos, que j'ai écrit des livres, parce que ça me permet vraiment de pouvoir être libre et de pouvoir partager et structurer tout ce que je sais et de dire tout ce que j'ai envie de dire.
Et franchement, j'avais la sensation d'être plus utile avec mes vidéos ou mes livres qu'avec mes séances. Même si globalement mes clients étaient satisfaits. Moi, je l'étais pas du tout. J'avais pas du tout la sensation de faire mon travail comme il faut, comme je voulais surtout. Et c'est seulement quand je suis tombée enceinte et que j'ai eu mon congé maternité que j'ai vraiment compris ce qui se passait. J'ai compris que j'étais à 2 doigts du burn-out et ce congé maternité, ça m'a sauvée. Ça m'a permis de faire pour la première fois une vraie pause, une vraie coupure et j'ai pu commencer à y voir un peu plus clair. Et j'ai compris qu'il allait falloir que je prenne des grosses décisions, mais surtout qu'il allait falloir faire de gros changements. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que j'aimais toujours la thérapie, mais par contre, je détestais ma façon de pratiquer et de procéder. Mais vraiment. Et j'ai compris que j'étais pas du tout alignée avec ma vision de la thérapie et de l'accompagnement. Il y avait un immense décalage entre ce dont j'étais convaincue et ma manière de travailler. Et j'ai compris que le problème, c'était pas totalement moi, que j'avais quand même un peu de connaissances après tout ce temps à me former, à lire, etc. Le problème, c'était pas les clients non plus, mais c'était mon cadre de travail et le fait tout simplement de faire des séances one-shot. Parce que dès que je me disais, ok, imaginons que j'ai la certitude qu'une personne revienne me voir plusieurs fois, est-ce que ça changerait quelque chose ? Et la réponse était un immense oui. Ça m'enlevait tout de suite cette pression et ça me redonnait tout de suite envie de pratiquer. Et ce qui m'a aidé vraiment à y voir plus clair et aussi à retrouver cette envie de pratiquer, ça a été le fait d'approfondir mes connaissances sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, qu'on appelle l'ACT. Ça m'a vraiment aidé à me poser les bonnes questions, à me détacher de certaines idées et à me reconnecter à ce pourquoi je fais ce travail. Et donc à la fin de mon congé maternité, j'ai décidé de créer mes accompagnements en ligne, spécifiquement sur la peur dans un premier temps, puis ensuite j'en ai créé un plus global. Sur mon site, j'ai quand même laissé la possibilité à mes clients de réserver une séance à l'unité, mais j'ai bien précisé que c'est idéal pour une problématique ponctuelle ou pour ceux qui veulent découvrir l'hypnose, mais que c'est pas la même chose qu'un véritable accompagnement. Par contre, j'ai changé complètement ma façon de travailler durant cette première séance pour vraiment faire comprendre au client que s'il veut des changements durables, il va falloir du temps et qu'on se revoie. Et ça marche plutôt bien. Et tout ça, je le partage dans ma formation en ligne sur l'ACT, justement, que je viens de terminer de créer, en espérant que ça puisse aider d'autres thérapeutes à sortir des séances one-shot et avoir une vision long terme avec une vraie stratégie thérapeutique. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'ai rouvert les inscriptions, vous trouverez toutes les infos en description. Je préciserai juste que j'ouvre les inscriptions par vague pour constituer un petit groupe de stagiaires et être vraiment présente pour eux, et que à chaque nouvelle session, le tarif va augmenter parce que je vais continuer de rajouter de la valeur au fil du temps avec des nouvelles vidéos, du nouveau contenu, etc. Alors je sais ce que vous vous dites certainement à ce stade, je viens de passer plusieurs minutes à démonter les formations classiques, à pointer du doigt ce qui cloche dans la manière dont on forme les thérapeutes aujourd'hui, et là je vous annonce que j'ai moi-même créé une formation. Alors oui, je vois l'ironie et je veux justement pas l'éviter, donc je vais en parler rapidement. Si j'ai décidé de créer ma propre formation, c'est précisément parce que j'ai été frustrée par ce que j'ai vécu dans les autres et par mon parcours, parce que je suis passée par les mêmes galères que certainement beaucoup d'entre vous, me sentir nulle, me dire que j'étais pas faite pour ça, chercher frénétiquement la bonne technique et tout le tralala. Et franchement, j'ai un peu honte de ça, d'avoir mis autant de temps à comprendre tout ça et de ne pas avoir su comment résoudre tout ça plus rapidement. Franchement, je suis pas une flèche et j'aurais vraiment aimé avoir conscience de tout ça plus rapidement parce que si on nous enseignait ça dès le début, ça éviterait probablement pas mal de galères pour beaucoup d'entre nous. C'est pour ça que j'ai voulu créer cette formation. C'est une formation pour repenser votre manière de travailler, pour apprendre à créer un vrai cadre thérapeutique, pour sortir de l'impro permanente et surtout pour proposer des accompagnements qui ont du sens pour vous comme pour vos clients. D'ailleurs, j'ai décidé de plus créer d'autres formations pour l'instant et probablement pendant un bon moment parce que j'ai pas envie de tomber dans le piège que je critique depuis tout à l'heure, ce piège de l'accumulation, le piège de la formation de plus pour cocher une case de plus sans jamais aller en profondeur. Aujourd'hui, j'ai 2 formations et c'est tout et je veux que ça suffise, j'ai pas envie qu'il y ait besoin de plus. Surtout, je veux mettre mon énergie dans l'amélioration de ces formations-là et pas dans la création de nouvelles formations. Donc j'en ai une première pour apprendre à hypnotiser, à savoir maîtriser les inductions rapides notamment et les phénomènes hypnotiques. Et la deuxième qui est centrée sur l'acte, donc sur l'aspect thérapeutique, c'est-à-dire comment favoriser l'engagement et créer du changement durable, comment accompagner un être humain dans sa complexité. Pour moi, c'est les 2 piliers indispensables et ça se complète très bien. Donc voilà, je ne veux pas être du genre à juste critiquer quelque chose, j'essaye de proposer des solutions, de créer ce que j'aurais aimé et ce que j'aimerais avoir dans une formation. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, il y en a peut-être qui aiment ça, faire du one-shot, et honnêtement, tant mieux si c'est le cas. Si ça vous épanouit, si vous avez l'impression de faire un vrai travail de qualité comme ça, continuez, c'est super. Si vous êtes aligné avec ça, je suis sûre que vos clients le sentent et donc ce sera certainement bénéfique pour tout le monde. Moi, je sais que c'est pas du tout ma vision de la thérapie. Ce que j'aime, c'est aller en profondeur, c'est prendre le temps d'apprendre à connaître la personne, prendre le temps d'instaurer une vraie relation de confiance où on peut oser aller plus loin.
Faire du one-shot, ça me donnait franchement l'impression de bosser à la chaîne et souvent je ressortais avec un goût d'inachevé en me disant j'ai abordé pas mal de trucs mais trop en surface et à force ça m'a épuisé, ça m'a vidé et j'avais perdu le côté humain qui m'a pourtant donné envie de faire ce métier-là. Donc voilà, je vous partage tout ça parce que je sais que je ne suis pas la seule pour avoir échangé avec beaucoup de thérapeutes au fil des années. Il y en a beaucoup qui ressentent cette fatigue, cette frustration sans trop savoir d'où elle vient. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et à mettre peut-être des mots sur ce qui se passe. Parce que franchement, ça tient à peu de choses et ça me fait vraiment de la peine de voir des thérapeutes qui galèrent ou qui arrêtent alors qu'ils adorent la thérapie eux aussi. Mais il y a juste un problème de cadre dans leur façon de travailler et en faisant juste quelques changements, ils pourraient retrouver cette petite flamme qu'on a quand on débute. En tout cas, ça vaut la peine de faire ces modifications, de passer à des accompagnements pour voir si ça change vraiment quelque chose avant de tout envoyer en l'air. Parce que si ça se trouve, ça fera vraiment une grande différence. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette longue vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à d'autres thérapeutes si vous pensez que ça peut leur être utile. Pensez bien aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.